Merci. Bon, bonjour à toutes et tous. Euh, Alors, moi, je suis Angélica Calvé, je suis agiliste et bénévole au sein du PMI et je suis bien heureuse aujourd'hui de vous introduire Guillaume Lapierre, qui est de Praxis. Il nous vient de Québec, il s'est levé tôt et il va nous parler de comment optimiser les flux de valeurs. euh, pour la transformation de nos organisations, bien évidemment. Et puis, juste quelques petites instructions. Vos micros seront coupés pendant la présentation. On a pour une trentaine de minutes et suivi par une session de questions-réponses. Voilà, mais vous pouvez poster au fur et à mesure vos questions sur le chat ou l'outil questions-réponses que vous avez en bas de vos écrans. Et puis, sans tarder, je vais laisser la parole à Guillaume. Merci, c'est à toi, Guillaume. Merci beaucoup, Angélica. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour une superbe conférence inédite. C'est donc la première fois que vous allez voir ce contenu-ci. J'aime bien là, présenter les primeurs. Justement, je viens du Québec, donc pour l'accent, désolé, voici, c'est le seul que j'ai. Voilà, mais on va bien rigoler quand même. Donc, dans un premier temps, on voudrait remercier tous les sponsors, hein, bien sûr, PMI France, Michelin, SQLI Digital Experience, ZenValue, Axis, bien sûr, ça nous fait plaisir d'être sponsor de l'événement, ainsi que tous les partenaires Silver. Donc, pour cette conférence-ci, ben voici, je me présente, je m'appelle Guillaume Lapierre. Donc, moi, je suis coach agile là, d'entreprise. Ce que j'aime faire, donc, c'est de libérer le talent des organisations, le plein potentiel des gens aussi. Ça fait environ là, 25 ans que je travaille, déjà 25, 26, où ça avance vite, que je travaille dans le développement de solutions numériques. J'ai eu la grande chance de commencer en même temps qu'Internet. Voilà. Et donc, mon parcours m'a amené là, à passer de développeur, analyste, architecte, chargé de projet, Scrum Master, coach agile, bien sûr. Et j'ai eu la grande chance donc de coacher à tous les niveaux des entreprises de toute taille. Et puis, ça me fait vraiment plaisir d'être un des seuls instructeurs discipline Agile Coach et discipline Agile Value Stream Consultant au monde. Et puis, ça me fait vraiment plaisir aussi de partager via des activités de volontariat un petit peu partout à l'échelle mondiale. Mais ce qui me passionne vraiment, c'est les gens. C'est de travailler avec les gens, pour les gens, dans le fond, à les amener à réaliser leur plein potentiel et accomplir leur propre aventure. Voilà. Et je suis un petit peu passionné, vous allez voir, par mon ton et par ma personnalité. Voilà. Désolé aussi un petit peu, hein, je me suis levé à 2h15 du matin ici au Québec pour pouvoir démarrer tout ça. Et donc, ça me fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Une petite minute ici sur nos partenaires, dans le fond, donc privilégiés avec Praxis. Donc, Praxis est membre à part entière du groupe Valence. Donc, le groupe Valence, qui est vraiment un regroupement là, d'élite un peu mondial à travers, justement, à travers tous les continents, un peu dans toutes les langues aussi. Ça nous fait plaisir aussi d'être partenaire avec Career Group. Hein, donc, Career Group qui est au cœur du développement de la carrière de cadre, hein, et offrant un processus unique de développement de compétences, de coach, d'assessment et de techniques avancées de candidature. Et bien sûr, le groupe Palatine qui se trouve aux États-Unis. Et nous sommes aussi là, en avant-plan avec le PMI Lévis-Québec, hein, notre chapitre de chez nous, ainsi que Kanban Zone, Kanban Québec. Et bien sûr, ça nous fait plaisir de collaborer étroitement avec Agile Québec et Agile Montréal. Donc, notre sujet. Ah, pourquoi aujourd'hui parlons-nous d'agilité et de flux de valeur? Voilà. Donc, ouais, ça m'a fait plaisir d'écouter aussi les autres conférences un petit peu avant. Je pense que c'est important de se remettre en contexte.
Premièrement, hein, on a eu une certaine évolution des projets. Hein. Pourquoi on fait de l'agilité? En réalité, l'agilité, c'est un sport d'équipe. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et dans l'évolution des projets, justement, hein, on a eu les années 50 où on a eu des environnements très prévisibles, donc hein, une méthodologie prédictive du projet, où le facteur de temps était le facteur principal. Par la suite, on a eu bien sûr les années 70 où on a eu la crise pétrolière informatique, hein, la crise pétrolière et l'avènement de l'informatique aussi, pardon. Et donc, on a eu besoin d'adaptation, de développement itératif et de planification adaptative. Dans les années 80, on a eu bien sûr hein, l'apparition de concepts de portée, de planification hein, qui évoluent pour devenir une élaboration progressive, hein, le Progressive Elaboration, hein, qui fait partie de la gestion de projet traditionnelle. Dans les années 90, hein, les années de l'informatique, les années d'Internet, bien sûr, hein, on a eu beaucoup d'adhésion, dans le fond, au niveau de certaines pratiques de projets qui sont devenues de plus en plus agiles. J'ai bien sûr démarré avec Extreme Programming hein, dans les années 90. Par la suite, les années 2000, on le sait, hein, l'état d'esprit agile hein, est plus consolidé. Donc, on voit en 2001 l'apparition du Manifeste agile, qui a bien sûr été écrit là, par les copains à Aspen lors d'un beau week-end de ski. Et voici, mais hein, on a quand même vu une certaine évolution par la suite. Donc, autour des années 2010-2020, donc 2010, on a vu l'apparition, par exemple, de Discipline Agile, ou même commencer par Discipline Agile Delivery. Mais par la suite, hein, ça s'est développé pour s'étendre à toute l'organisation. Et maintenant, on voit même le PMBOK 7e édition qui intègre la livraison de valeur et les concepts agiles. Et donc, ça favorise l'adaptation de la méthodologie en gestion de projet vers une technique un peu plus adaptative. Voilà, story. Et donc, hein, pourquoi l'agile hein, gagne-t-il en popularité sur les approches prédictives? Bien sûr, hein, on passe de soit très prédictif à pleinement adaptatif. Et donc, à l'intérieur de tout ça, on a un éventail complet hein, de techniques, de pratiques, de stratégies qui vont nous permettre, dans le fond, d'arriver à nos objectifs. Mais la question, en réalité, qu'on veut se poser à l'intérieur lorsqu'on va choisir des techniques ou des pratiques, dans le fond, c'est quoi la meilleure solution dans nos circonstances, dans notre contexte à nous? Et ça, c'est pas nécessairement la question qu'on se pose souvent. Et donc, hein, pour faire un petit peu un parallèle avec certaines techniques de gestion, hein, dans un monde de VUCA, ou VUCA en anglais, hein, donc de complexité, ambiguïté, volatilité, incertitude, hein, donc on va avoir un certain ratio autour des opérations, des actions hein, qui sont faites soit en continu ou qui sont plus émergentes versus certains niveaux. Est-ce qu'on va être plus au niveau de la décision ou au niveau de l'exécution? Et donc, lorsqu'on va être hein, à basse volatilité, incertitude et à basse complexité, c'est là qu'on va parler plus de maintenance, d'opération. Hein, donc, certainement, on sait ce qu'on a à faire. C'est assez streamlining ou assez, désolé pour mon franglais ce matin. Voilà. Mais par la suite, hein, lorsqu'on va aller plus en haute complexité, hein, c'est là qu'on va parler beaucoup plus de stratégie corporative, de gestion de portefeuille, par exemple. Lorsqu'on veut, oui, dans une plus haute complexité, on veut quand même décider. Hein, là, on a plus de temps pour décider. Hein, donc, on va être capable, là, de manière plus rationnelle, de prendre des décisions à l'intérieur de ça. Par la suite, bien sûr, hein, on a des stratégies d'affaires, l'analyse d'affaires, la gestion vers la valeur, hein, sur lesquelles vont nous amener à prendre des décisions, mais dans un contexte très ambigu et très incertain. Et par la suite, bien sûr, on veut exécuter tout ça. C'est là qu'on va parler d'innovation ou même de gestion de projet. Hein, c'est la raison d'ailleurs des breakdowns, des estimés, de la planification. Pourquoi? Parce que comme on est à haute volatilité, incertitude et, dans le fond,
à basse complexité, ambiguïté, mais c'est là qu'on veut être capable, là, justement, d'innover, de faire des plus petites itérations, des plus petits changements. Et donc, voici ici où la gestion de programme, où les flux de valeur se retrouvent à l'intérieur de ça. Et qu'est-ce qui va venir nous mener, dans le fond, autour de tout ça? Bien sûr, on a de la pression pour le changement ainsi qu'une décision de mettre en œuvre qui vont mettre une certaine pression, dans le fond, sur la synchronisation et bien sûr la livraison de valeur. Tout le monde parle de valeur, mais les gens ont beaucoup, beaucoup de misère à définir ce qu'est la valeur. Donc, moi, je veux beaucoup de discipline agile, vous allez voir, je voulais vous pointer, dans le fond, que le discipline agile permet là, d'étendre l'agilité à l'ensemble de l'entreprise. Et que, bien sûr, l'entreprise ressemble énormément à ça. Donc, on a des gens qui n'ont pas l'air d'être attachés avec le reste de l'entreprise. Ici, on a certains petits lancements, on a des restructurations qui ont lieu. On a des côtés qui ont un petit peu plus l'air du capharnaüm, des observateurs. On a un petit peu de tous les types. Ceci dit, on fait ça pour nos clients. Et donc, nos clients vont venir interagir avec les différentes divisions, les différentes capacités de l'organisation, comme le développement, le support, voici le product management, le marketing, les ventes, le légal, les ressources humaines, bien sûr. Et donc, voici une représentation à haut niveau de ce qu'est un value stream. À l'intérieur de ça, ce qu'on cherche à faire, c'est d'identifier et gérer nos flux de valeur. Donc, on veut passer de l'utilisation des ressources à la production de valeur. Bien sûr. Mais c'est quoi un flux de valeur en tant que tel? Un flux de valeur, c'est l'ensemble des actions qui ont pour lieu d'ajouter de la valeur aux attentes des parties prenantes internes et ou externes de leur demande initiale à la réalisation de la valeur. Et donc, la chaîne de valeur ou le flux de valeur se concentre sur le flux du travail. Elle n'est donc pas définie par les personnes qui effectuent le travail. Mais derrière tout ça, l'objectif, c'est quoi? De faire de l'agilité ou pas? C'est de réaliser la plus grande valeur d'affaires en un temps le plus court possible, de manière cohérente, durable et bien sûr à haute qualité. Voilà, c'est ça l'agilité d'entreprise en fait. Et donc, lorsqu'on va regarder des processus de gouvernance un petit peu plus standards, oui, on va avoir des directions au niveau portfolio, au niveau portefeuille, au niveau d'entreprise, là où on va avoir une synchronisation entre nos buts, entre notre vision et notre mission en tant qu'organisation, et bien sûr en tant qu'objectif, avec nos objectifs stratégiques. Voilà. Et bien sûr, ces grandes initiatives-là vont nous permettre d'avoir une priorisation de nos investissements. Par la suite, on va passer plus à un niveau, bien sûr, d'affaires, donc le business level. Et donc, c'est là qu'on va faire vraiment de la gestion de portefeuille. C'est là aussi qu'on va définir nos CSF, nos Critical Success Factors, qui vont venir nous aider à atteindre nos ambitions en tant qu'organisation et aussi à venir guider, dans le fond, nos projets et nos programmes ainsi que nos activités opérationnelles. Ceci dit, ce n'est pas terminé. Par la suite, on va avoir une certaine formulation, une initiation de nos projets pour vraiment tomber en gestion de programme et en gestion de projet, qui va venir par la suite nous permettre de livrer via nos opérations la valeur. Et donc, à l'intérieur de tout ça, on va vouloir apprendre de là et bien sûr nous aider à peut-être reformuler notre mission, notre vision d'entreprise. Voir par la suite, est-ce que, justement, on atteint nos fameux objectifs? Et tout ça, en fait, qu'est-ce que ça nous donne? Et ça nous donne, encore une fois, le value stream. Et vous voyez, pourquoi c'est aussi complexe? C'est parce que les gens ont tendance, et moi aussi, à sursimplifier avec une simple vue sur l'organisation. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça.
derrière ça, hein, on a 3 principes qui vont venir nous guider, dans le fond, les principes fondamentaux pour les entreprises. Premièrement, on a une sensibilisation permanente à la valeur, hein, la mise en place de mesures, hein, qui vont nous permettre de quoi? De déterminer, contrôler et ajouter de la valeur. On veut aussi se concentrer sur les objectifs et les cibles par rapport auxquels les mesures d'amélioration sont évaluées. Hein, dites-moi ce que vous mesurez. Oui, je vais vous dire comment les gens se comportent. Hein, voici, c'est important d'avoir des bonnes mesures. Et bien sûr, on va être capable d'identifier les fonctions par objectif comme la clé de l'innovation et de l'obtention d'une meilleure valeur à l'intérieur de ça. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a? Et on va parler de résultats. Hein, on va passer des résultats du projet à une valeur organisationnelle. Hein, c'est là qu'on va parler un petit peu plus de output, hein, qui vont se transformer tranquillement en capabilities. Hein. Les capabilities, hein, c'est justement l'ensemble complet des outputs de projet. Désolé, hein, je mélange. Parce que output et outcome, lorsque c'est traduit, on parle simplement de résultats. C'est pour ça que j'ai gardé les termes anglophones. Voici. Et donc, hein, l'ensemble des outputs de projet deviennent donc les capabilities. Par la suite, bien sûr, on va avoir des outcomes, et donc le résultat du changement qui devrait normalement affecter là, les comportements ou les circonstances là, du monde réel. Ouais, c'est important aussi. Mais par la suite, on va parler de bénéfices. Parler de bénéfices pour les gens, hein, donc d'avoir des améliorations mesurables, hein, qui vont résulter là, des outcomes, justement, des projets. Et bien sûr, hein, c'est là qu'on va réaliser notre valeur. Et c'est là qu'on peut faire un parallèle entre projet, opération, production, programme et l'ensemble de l'organisation. Et pourquoi, dans le fond, on parle de tout ça? Bien sûr, au départ, on va parler hein, d'objectifs, en plus de mesures absolues, hein, donc hein, des objectifs, des éléments qui vont être quantifiables, alors que lorsqu'on va parler hein, de valeur un peu plus, ça va être plus en fonction du contexte. Et donc, c'est là qu'on tombe dans des concepts un petit peu plus subjectifs. Hein, on va tomber plus dans du qualitatif aussi. Voilà. C'est pour ça aussi que ça apporte des fois une certaine complexité. Ah, tout le monde est trilingue. Voilà. Et donc, gérer le portefeuille à travers le flux de valeur. Hein, si on regarde encore ça d'une autre façon, hein, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bien sûr, on va souvent avoir une vision stratégique hein, qui va passer par les parties prenantes de l'entreprise pour bien capturer les attentes qu'ils peuvent avoir. Par la suite, on va venir intégrer, dans le fond, les besoins du marché et c'est là qu'on prendra des décisions d'affaires. De là vont découler nos fameux objectifs stratégiques. Hein, et un peu sous forme d'entonnoir, hein, va nous permettre de prendre des décisions au niveau du portefeuille et d'avoir là désolé Laurent Thomas, un pipeline d'opportunités. Voilà, et on veut bien sûr évaluer les bénéfices escomptés versus la faisabilité. Et lorsqu'on va ramener ça, dans le fond, à notre niveau, un petit peu plus au niveau de projet et programme, bien, on va faire notre lancement de programme. Hein, qui compose de quoi? Bien sûr, on va démarrer avec l'analyse des parties prenantes. On va bien sûr en découler les besoins et les attentes. On va définir les objectifs du programme avec les critères, les Critical Success Factors, hein, ou les critères de succès clés hein, à notre programme. Bien sûr, dans notre programme, on va faire des lancements de projets hein, dans lesquels on aura de l'analyse des parties prenantes et bien sûr des résultats spécifiques et des KPI qui vont de là avoir bien sûr des objectifs et des résultats attendus. Et c'est là qu'on va faire de la livraison de capacité et réaliser les bénéfices qui vont venir réinfluencer, bien sûr, notre vision stratégique. Voyez-vous, on est encore là-dedans. Hein?
Vous me dites, pourquoi monsieur Agile est en train de nous parler de gestion de projet traditionnelle? Parce qu'on n'est vraiment pas loin en réalité. On n'a juste pas le même dictionnaire. On fait les choses pour les mêmes raisons. Laissez-moi vous exprimer encore une fois une autre présentation qui vient un peu synthétiser tout ce qu'on vient de se dire. Donc, à la base, encore une fois, bien sûr, on va avoir la vision et la mission de notre organisation, ainsi que les fameuses pressions de changement, les demandes clients, les changements du marché, on sait, ça va vite, les restructurations internes, le roulement de personnel, voici, il y en a plein d'autres. Et à l'intérieur de ça, dans le fond, on va venir y définir nos Critical Success Factors d'un niveau portefeuille. On veut peut-être aussi établir notre Value Index, le bon vieux index de la valeur. Et donc, dans les décisions d'investissement, c'est important de prendre des bonnes décisions d'investissement, pour venir là, alimenter notre business backlog à notre grand carnet, qui se trouve être quoi? Bien, c'est nos objectifs stratégiques. Et donc, à l'intérieur de ça, on va vouloir bien sûr prioriser nos initiatives et définir nos critères de succès clés. Voilà. Et c'est là que notre client ou nos clients viennent entrer en ligne de compte aussi. Parce qu'il faut prendre aussi en ligne de compte autant les besoins des clients que ceux de l'organisation et les objectifs. Oui, c'est ça qui est complexe. On ne fait pas ça à 7 plus ou moins 12 en général. C'est pour ça que c'est complexe. De là, va découler, bien sûr, notre backlog, dans le fond, notre backlog un petit peu plus là, au niveau, on venait de définir notre backlog, dans le fond, un niveau plus programme, ou un niveau plus grande initiative. C'est là qu'on va venir avoir une certaine séquence et un rythme qui vont être définis pour venir aussi rechercher à atteindre nos bénéfices. Et donc, de venir définir peut-être nos MBI, une terminologie un peu discipline agile à l'intérieur de ça. Voilà. Par la suite, on va aligner tout ça vers nos backlogs, nos fameux backlogs de produits ou d'équipes, dans lesquels on va avoir des capabilities et des outputs, bien sûr. Et on va avoir une sélection qui va être basée sur notre Value Index, qui va venir nous aider à s'aligner sur nos fameux MBI. Donc, aligner, séquencer, c'est un peu le secret ici. C'est bon? Au-delà de ça, c'est là qu'on va avoir plus de l'exécution en tant que tel. On va avoir des projets avec différents work streams à l'intérieur de ça. C'est là qu'en fonction de nos MBI qui seront séquencés, on sera capable, dans le fond, de travailler plus en mode projet. Est-ce qu'on travaille en itération d'une semaine? Est-ce qu'on travaille en flux tiré? Est-ce qu'on travaille en phase? À vous de choisir, dans le fond, qu'est-ce qui s'adapte le mieux à votre contexte. Mais au-delà de ça, peu importe la technique qui est utilisée, voici, on veut être capable d'intégrer et de déployer et de supporter tout ça. Voilà. Pour faire quoi? Est-ce qu'on a terminé là? Bien sûr que non. Et c'est là qu'on va évaluer la valeur réalisée et la réalisation, dans le fond, des objectifs pour venir réinfluencer tout ça. Donc, si on se ramène ça un peu en jargon, voici de gestion de projet, c'est là qu'au début, on aura nos business stakeholders. C'est là qu'on aura une certaine balance entre les besoins et les attentes. En vert, on est venu ajouter qu'on a le Value Flow Planning, la phase 1 de ce planning-là, qui est, en gros, la version un peu discipline agile d'un PI Planning. Le PI Planning, bon, voici, c'est pas nécessairement une pratique qui a été inventée par SAFe, mais ça a été très popularisé. Voilà. Et donc, notre Value Flow Planning, la phase 1, que vous pourrez peut-être justement approfondir dans la formation Discipline Agile Value Stream Consultant, va venir vous aider à créer cette
balance-là, dans le fond, entre les besoins et les attentes. Par la suite, bien sûr, c'est là que nos programmes et nos value streams vont être un petit peu plus définis. On a notre workflow à l'intérieur de ça. Et par la suite, on veut bien sûr intégrer nos fameux stakeholders, plus de développement et d'opération. Et donc, on veut bien sûr définir les besoins et les attentes et évaluer la capacité et la disponibilité de nos gens pour l'atteinte de nos objectifs. Donc, on veut séquencer, rythmer les choses, mais c'est parce qu'on veut être capable de jongler parfaitement avec ces différentes variables-là qui vont venir influencer fortement notre succès. Et au-delà de ça, bien sûr, on a nos fameux projets, donc le développement et notre transition, et donc nos opérations. Et désolé pour ceux qui sont un petit peu fatigués en venant de dîner, n'est pas terminé le 7. Voilà. Et donc, tout ça, c'est bien sûr une saine gestion de portefeuille. Voilà. Et à l'intérieur de ça, on y retrouve, voici les différents value streams. Et donc, voici la représentation des value streams. Et voilà. Et pas plus compliqué que ça. Comment définir le value index? On va s'en reparler. Malheureusement, on passera pas nécessairement à l'intérieur de ça dans la présente présentation, mais ça me fera plaisir peut-être de vous en parler par la suite ou une prochaine fois ou dans notre stand de Praxis. Voilà. Donc, on a parlé beaucoup de livrer de la valeur, mais la valeur n'égale pas nécessairement perfection. Surtout dans un contexte adaptatif. Seek the best, not perfection. De Stephen G. Kirk, il y a un président, là, dans le fond, là, de Save International. Et en même temps, on a Mike Goodhand qui disait « If you cannot assess well, assess frequently ». Donc, dans un contexte adaptatif, lorsqu'on va parler de petites itérations et de regarder régulièrement nos résultats, mais voilà, lorsqu'on ne sait pas exactement comment bien faire, là, dans le fond, l'évaluation, et voici, on va la faire souvent. OK? Donc, ça vient nous aider à répondre à ça. Les points de vue actuels sur la valeur. Oui, on a tous plein de points de vue. En passant, ça est inspiré très fortement de mon mentor Michel Thierry, qui est un peu un gourou au niveau de la valeur. Voici. Et donc, on a 3 façons de voir la valeur. La première, la valeur en tant que résultat financier. Tout le monde fait ça. Est-ce qu'on fait plus d'argent? Voilà. Donc, c'est plus facile à calculer, mais c'est plus difficile à prévoir. C'est plus difficile à prévoir. Par exemple, si en début 2020, on avait créé un bel espace de cowork là, où les gens là, pouvaient être vraiment colocalisés, à la fin 2020, on se serait peut-être rendu compte que nos hypothèses financières n'étaient pas les bonnes. Voilà. On ne sait jamais. Mais on peut aussi utiliser la valeur comme un ratio prédictif et donc des hypothèses de prédictibilité. C'est là qu'on va parler de qualité versus le coût sur la facilité d'utilisation et la facilité de vente, par exemple. On va parler aussi de satisfaction des clients versus les ressources utilisées. Donc, on fait une hypothèse et on calcule un ratio au début. Ça nous aide à avoir des prédictions. Et on a aussi une troisième façon de voir la valeur, et donc la valeur comme un équilibre adaptatif, donc un réalignement constant de la valeur. Ça nous demande là, de travailler continuellement pour rebalancer cet équilibre-là, parce qu'on va parler de bénéfices réalisés versus l'optimisation des risques. Optimisation des risques, on agit. On parle de risque. Oui, si vous ne parlez pas de risque, vous l'échappez un peu. Je tiens à vous le dire. Désolé, moi, c'est encore 8h30. Voilà. Et on a aussi l'alignement versus la réalisabilité. On va vous parler d'alignement versus achievability.
Désolé pour la traduction encore une fois, Laurent Thomas, ne m'en veux pas. Voilà. Et donc, au-delà de ça, hein, on est capable de venir développer notre flux de valeur. Développer notre flux de valeur, comment? Bien sûr, hein, on va avoir toujours un ratio, un rapport, dans le fond, de pourquoi et de comment. Donc, ils vont venir interagir les uns avec les autres. Et donc, c'est là qu'on va parler plus de vision d'entreprise, de valeur organisationnelle, de bénéfices, de outcome, de capabilities et de output. Et qui, dans le fond, hein, répond au comment du pourquoi. Et donc, hein, lorsqu'on va venir faire un peu une représentation de ça, c'est là qu'on va parler plus en bénéfice et en outcome ou en résultat, hein, d'un niveau de valeur d'affaires ou valeur commerciale ou valeur organisationnelle. Voilà, le business value, en fait. OK? Et c'est là aussi qu'on va venir faire un certain ratio, dans le fond, entre les regroupements du travail en projet ou en itération et l'affectation aux équipes. C'est là qu'on va parler d'amélioration plus opérationnelle. Et c'est là qu'on va parler, comme je vous disais, de benefits et de outcomes versus les capabilities et les outputs. Et c'est important, hein, de faire le lien entre tout ça. Et donc, ici, c'est surtout la logique du pourquoi versus le comment qui est important. Start with why. Commencez par vous interroger sur pourquoi on fait ça. Hein, souvent, dans les équipes agiles qu'on démarre, on va parler de vision. Hein. Pourquoi? Parce que ça nous ramène au pourquoi des choses. Hein, on ne peut pas juste travailler pour avoir un gagne-pain et puis pouvoir mettre un peu de beurre sur les tartines. Hein, on veut aussi être capable d'atteindre, dans le fond, les ambitions, hein, de l'organisation. C'est pour ça aussi qu'on fait ça. Interrogez-vous au pourquoi derrière les choses. Et sans non plus vous perdre dans les noms précis des choses, on veut vous rapporter ici, hein, des niveaux, hein, différents niveaux qui vont venir vous aider à venir classer, hein, tout ça à l'intérieur là, de votre fameux là, Benefits Breakdown Structure. Ouais, donc, je vous invite peut-être à lire sur le Benefits Breakdown Structure, le BBS, qui a été grandement popularisé par Michel Thierry. Voilà. Maintenant, je vous avais dit que j'allais vous parler des étapes. Hein, les fameuses étapes pour travailler sur vos flux de valeur. Donc, vous pouvez synthétiser ça à l'intérieur. Qu'est-ce qui est important, hein, à haut niveau, bien sûr, hein, de faire pour bien travailler et optimiser nos fameux flux de valeur. Parce que la valeur se produit dans votre organisation ou dans les organisations que vous accompagnez. Donc, comme ça se produit, je pense que premièrement, hein, pas juste je pense, pas mal sûr, il faut identifier. Hein? On veut identifier quoi? Mais identifier nos processus critiques et les flux de valeur clés de l'organisation. OK? Souvent, même dans mes accompagnements, je compare un peu de l'organisation au corps humain. Eh bien, on veut se concentrer premièrement sur les organes vitaux. C'est important. Et le petit ongle incarné, on ne l'écoutera peut-être pas tout de suite. Hein? C'est important. Deuxième étape, on veut être capable de cartographier. On veut cartographier nos flux de valeur actuels. On veut identifier nos boulots d'étranglement et, bien sûr, nos fameuses pertes de temps et les inefficacités qu'on peut retrouver. Il n'y en a peut-être pas chez vous, dans vos organisations, mais des fois, on en voit. Des fois, on en voit. Voilà. Troisième étape, dans le fond, hein, on va être capable d'optimiser. Hein, on veut optimiser quoi? Bien sûr, on veut être capable d'optimiser nos flux de valeur, hein, en éliminant le plus possible nos fameux gaspillages. En développement logiciel, on va parler beaucoup de délai à ce moment-là. Okay? Et donc, on veut aussi améliorer la qualité, la rapidité et la flexibilité de nos fameux flux de valeur. Et donc, c'est pour ça qu'on veut les optimiser. Mais les optimiser à être plus rapides vers l'atteinte de quoi? Hein, ce qui m'amène à notre quatrième étape, et donc de définir des objectifs clairs.
Et c'est important de rallier les gens autour d'objectifs clairs. Pour chaque flux de valeur, des fois en termes de temps, de coût, de qualité, de satisfaction, il y a plusieurs types d'objectifs, mais c'est important que ça soit clair et bien compris. Cinquièmement, on veut mesurer. Mesurer et donc suivre la performance des flux de valeur. Avoir un réel dialogue de performance avec les différents intervenants autour des initiatives, des flux de valeur de l'organisation en tant que telle. OK? On veut mesurer quoi? Si vous ne savez pas quoi mesurer, commencez donc par mesurer le temps. 1 minute, pour moi, ça vaut 1 minute pour vous. Hein? Donc, de calculer, par exemple, le temps de cycle ou le time to market peut venir vous aider énormément. Mais mesurer quoi aussi? Peut-être la qualité, les coûts, bien sûr, les coûts, et la satisfaction des clients. Est-ce qu'ils sont vraiment ravis avec les produits et les services qui leur sont vendus par notre organisation? Sixièmement, on veut faire quoi? On veut impliquer. Impliquer qui? Impliquer les employés. Et voilà! Hein? Des fois, il faut impliquer les gens si on veut qu'ils soient empowered, si on veut qu'ils soient alignés. Hein, mais on veut impliquer les employés, les parties prenantes dans la mise en place de flux de valeur optimisés. On va être capable de les inclure lors des moments de décision, à certains moments, ou de conception, ou de reconception. Mais bien sûr, on va être capable de leur fournir de la formation et de s'assurer avec eux qu'ils ont bel et bien les compétences nécessaires pour le bon fonctionnement de nos value streams. On le voit beaucoup dans le monde agile. Est-ce qu'un Scrum Master X vaut un Scrum Master Y? Mais c'est pareil pour tous les métiers. Voilà. C'est dit. Par la suite, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais on veut établir un processus d'amélioration continue. On veut améliorer en continu. Et donc, ce processus-là doit permettre d'encourager les idées, les suggestions d'amélioration, mais de tous les niveaux de l'entreprise. Une belle organisation au Québec qu'on est en train d'accompagner, le Micrologique, prend la peine justement d'amener des mécanismes qui permettent à l'ensemble des employés de l'organisation de fournir des idées. Est-ce que ça veut dire qu'on les réalise toutes et que tout à coup, ça devient toutes les priorités? Non, parce qu'il y a quand même des processus de priorisation, de séquencement des choses en fonction, bien sûr, des bénéfices escomptés. C'est important. Par la suite, on veut aligner et réaligner. C'est important. Donc, on veut être capable de réaliser des audits, des évaluations assez réguliers pour garantir, dans le fond, que les flux de valeur restent alignés. Alignés sur quoi? Alignés sur ce que je veux faire. Ben non! Alignés sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. OK? Pas les objectifs personnels de quelqu'un. OK? À moins que ce soit le propriétaire, que ce soit les objectifs stratégiques. Voilà. Mais c'est important de rester aligné là-dessus. Et dernièrement, on veut adapter les flux de valeur au fur et à mesure que l'entreprise évolue et que les besoins des clients changent. Et voilà! Et je crois que c'est par cette simplicité-là que ça amène une grande complexité dans la tête des gens. On veut faire des recettes, on aime ça faire des recettes. Mais si on prenait tous toujours la même recette de sauce, eh bien, ça goûterait tout pareil. Désolé de mon accent. Mais au-delà de ça, si chacune des compagnies essaie juste de copier le voisin, eh bien, au final, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on va ressembler au voisin, on ne ressemblera pas nécessairement à nous. On n'aura pas notre propre identité, nos propres valeurs à l'intérieur de ça. C'est ce qu'on voit des fois avec certains cadres prescriptifs. On n'oblige pas de faire le procès des choses. Des fois, c'est bien des recettes pour démarrer. J'avais jamais fait de sauce à spaghetti. J'aimais bien une recette pour démarrer. On y goûte un peu. On l'a fait 2-3 fois. Et puis après, ben voilà, on change un peu sur les ingrédients. On change ci, on change ça. Et on devient avec notre propre saveur par la suite. Et c'est important, à l'intérieur de ça,
de se faire confiance. De se faire confiance et de rester ouvert, dans le fond, que voici, on va évoluer au fur et à mesure du temps. Ça fait Guillaume, il nous reste 5 minutes. parfait. Ça donne bien. Il me reste 2 sides et 3 quarts. Merci beaucoup. Donc, des petits trucs aussi. Hein. On va être capable de rechercher les efforts qui vont être gaspillés. Gaspillés sur quoi? Premièrement, les rapports. Hein, les rapports. Les rapports. Hein, les fameux statuts, les retours d'informations. Comment on peut essayer de surmonter ça? Bien sûr, à définir les besoins et l'objectif. D'amener les décideurs à faire partie de l'équipe. D'avoir des rapports ciblés ou même automatisés pour empêcher les gens de gamer les fameux rapports. Hein. On a tous vu ça. Les rapports sont au vert, puis finalement, c'est tout rouge. Et quand on mélange du rouge et du vert, ça donne du brun. Voilà. Tirez vos conclusions. Au-delà de ça, on a aussi des processus de révision qui peuvent apporter certains efforts à gaspiller. Donc, amener des processus de révision un peu plus en continu, des contrôles visuels, hein, automatisés le plus possible, va vous éviter, dans le fond, certaines pertes de temps. Des fois aussi, on a des activités réalisées mais non approuvées. Ah, on a fini la conception, mais les copains vont juste commencer à l'utiliser, à commencer à le développer dans 6 mois. Ouais. Est-ce qu'elle était bonne, notre conception? Ben, on ne le sait pas. Voilà. Donc, faites attention hein, et essayez d'avoir une approbation un petit peu plus continue et de faciliter le transfert et les échanges entre les intervenants. Et faites attention à vos interfaces et à vos interdépendances. Ça, souvent, c'est une des problématiques. Donc, essayez de minimiser les interdépendances. Pensez à faire du value flow planning ou du big room planning ou du PI planning. C'est pas mauvais, là. C'est très bon, là. C'est une bonne pratique. Mais avant de vous organiser en équipe de composants, pensez donc à essayer de faire une Focused Solution Team. Hein? Donc, une équipe un peu plus grande, un peu plus complète qui aura le focus, dans le fond, sur la solution. Et dernièrement, dans le fond, les défis. Hein? On rencontre souvent des défis. La résistance au changement. Les employés peuvent être réticents, on le sait, à adopter des nouveaux processus, hein, des méthodes de travail. En particulier, hein, si ça représente une rupture importante par rapport à la manière dont les choses sont faites. Hein? Oh, non, ma vie change beaucoup trop. Incluez-les dans le changement. Hein? On n'est pas résistant au changement, on est résistant à du changement imposé. Souvent, si on a un manque de soutien de la direction, le processus de transformation nécessite souvent un engagement fort de la direction. Si la direction n'est pas engagée à faire ça, posez-vous donc les questions si ça vaut la peine de faire les efforts que vous apprêtez à faire. Troisième, la complexité des processus. Souvent, les entreprises sont très complexes, très interconnectées, ce qui peut rendre énormément difficile la mise en place de changements sans provoquer d'effets secondaires dans l'entreprise. Le manque de compétences. Des fois, on veut mettre en œuvre des processus de transformation, mais on n'a peut-être pas toutes les compétences pour le faire. Oui, c'est bien les consultants. Je prêche un peu de ma paroisse. Mais si vous n'avez que des consultants, est-ce que vous avez les compétences nécessaires à l'interne? Ce qui est important aussi, c'est la pérennité de votre organisation au-delà de on fait de l'agilité ou on fait de la gestion de projet. Oh ouais, non. Réalisez les ambitions de votre organisation. Donc, c'est problématique aussi les problèmes technologiques. Il faut faire attention à ça. Les fameux problèmes technologiques. Des fois, on n'a pas la technologie suffisante pour nous permettre de bien accélérer ou de bien vivre notre transformation de nos processus d'entreprise. Et le dernier, je pense que non le moins, le manque de communication. La communication, c'est pas juste d'envoyer un mail à toute la compagnie. Puis, c'est bon, j'ai communiqué. Ouais. Non, ça va au-delà de ça. Au-delà de ça, une communication claire et régulière est essentielle pour garantir que tous les employés comprennent les raisons de la transformation et les changements qui vont en résulter. Ça, très important. Donc,
45. Merci beaucoup. On va ouvrir la période de questions. Et voilà. Et super, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Alors, néanmoins, tu as quelques petites questions. Alors, je vais commencer pour les plus simples. Quel serait ton conseil pour qu'une organisation ou la gestion de portefeuille, pardon. Quel serait, oui, ton conseil pour une organisation où la gestion du portfolio n'est pas structurée? Ah! Ben, dans le fond, c'est peut-être de vous poser les questions sur quels sont réellement vos actions ou les objectifs de votre gestion de portefeuille. Souvent, on est trop embourbé dans justement nos processus internes, notre méthodologie. Ah, on a toujours fait comme ça. Oui, mais au-delà de ça, est-ce qu'on a des meilleures décisions? Est-ce qu'on atteint nos objectifs? Est-ce qu'on a des mesures au-delà de dire ah, on a dépensé tout notre budget ou tous nos gens sont occupés? Il faut aller un petit peu à l'étape supérieure et d'aller chercher un engagement de la gestion qui entoure le portefeuille pour avoir ces discussions-là, pour rendre visibles les choses, prendre, encore une fois, des meilleures décisions. Mais voici, c'est important aussi, si ce n'est pas du tout structuré, à quelque part, il y a quelqu'un qui va venir décider sur quoi on va investir. Et donc, peut-être, avec cette personne-là ou ce comité-là, peut-être d'avoir ces discussions-là aussi. Merci. Nous avons deux questions qui sont similaires, une sur le chat et l'autre sur l'outil de questions et réponses. Donc, c'est en relation aux difficultés que tu as rencontrées dans la mise en place et la création de flux de valeur au sein des différentes structures. C'est-à-dire, comment cela a été dépassé? Ah, pareil. Oui, parce qu'on en a fait qui ont bien fonctionné, on en a fait qui ont moins bien fonctionné. Le plus grand défi, nous, on appelle ça le phénomène du beau-frère. Hein? J'ai un ami qui travaille chez le compétiteur qui dit que ça fonctionne bien. Et moi, au lieu de m'intéresser à est-ce que je comprends bien ce qu'on essaye de faire, je vais avoir 2 ou 3 conversations avec quelqu'un à côté qui va venir me dire comment faire. Ça, c'est un des plus gros défis. Et les gens aussi qui sont à l'intérieur de ces transformations-là ou autour de ces flux de valeurs-là, qui ne veulent pas s'avouer qu'ils ne savent pas. Lorsqu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, c'est là qu'on part vraiment, vraiment plus mal. Voilà. Donc ça, c'est un des défis. Et comment ça passe? Souvent, c'est d'apporter beaucoup de comparaisons, beaucoup de parallèles. J'adore, moi, faire des parallèles avec la vie normale des choses pour s'assurer que les gens comprennent bien ce qu'on veut faire. Des fois, il faut revenir à une certaine base pour être capable d'aller plus loin. Et puis de s'assurer aussi de prendre en compte les forces et les faiblesses des gens pour bien les faire travailler ensemble. Et lorsque ça fonctionne bien, c'est là qu'on voit les plus grandes équipes se former parce qu'au final, c'est un sport d'équipe avec des objectifs communs et ensemble, on finit. Alors, on a une question aussi qui revient dans les deux cas. C'est en relation aux principes. Comment les identifier, comment gérer les flux de valeurs? Quelles sont tes recommandations pour l'implémentation pratique? Pour l'implémentation tactique des flux de valeur, Oui. bien, un petit peu comme je vous disais tantôt, le flux de valeur existe déjà dans votre organisation. Donc, au lieu de dire, ah, ben voici maintenant comment on va fonctionner, je pense que c'est important de regarder comment ça fonctionne, démarrer où vous êtes et co-construisez, dans le fond, avec des gens de niveau stratégique, tactique et opérationnel. Je suis un grand fan des 3 niveaux de vol de Klaus Léopold. Et donc, amener des gens un peu de tous les niveaux et venir visualiser tout ça.
ayez une vue un peu plus systémique de votre flux de valeur. Quelles sont les différentes étapes, hein, les conditions d'entrée, les conditions de sortie de chacune de ces étapes-là. Souvent, on met beaucoup trop l'emphase sur les humains, alors qu'on veut mettre l'emphase sur l'écosystème dans lequel on va travailler à la place et on va mettre l'emphase beaucoup plus sur le travail que sur les gens en tant que tels. Donc ça peut être un bon élément. Sinon aussi, hein, je sais qu'on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Vous pouvez venir là, dans le stand Praxis, dans Exposition. Ça va nous faire plaisir là, de venir discuter avec vous par la suite là, d'approfondir certains sujets. OK. Merci. Il y a je pense qu'on a le temps pour la dernière question. Alors, il y a quelque chose qui revient par rapport à la value stream mapping et par rapport à BPM. Et puis, du coup, je pense que c'est par rapport à ta diapo où il y a l'organisation de la vision et la mission et les stratégies d'affaires à partir de la business backlog. Voilà. Et donc, les questions sont comment considérer la BSC? Et est-ce que c'est un outil performant pour obéir à différents aspects de la valeur? Et puis, comment on positionne la VSM, la business, la value stream mapping, par rapport à BPM? Oh! Ben, c'est sûr que le Business Process Management, hein, le BPM, va nous aider à regarder vraiment toutes les étapes, mais un peu plus dans le détail, avec nos différents swimlanes, nos différents acteurs. Et donc, on va suivre un peu plus dans le détail un seul processus. Il faut aussi l'interdépendance ou les interconnexions entre les différents processus. C'est donc une pratique qui est beaucoup plus détaillée. On va retrouver souvent autour de l'architecture d'affaires. Le Value Stream Management, hein, on parle plus de Value Stream, là, mais on va se remonter un petit peu et on va vouloir avoir une vue d'ensemble un peu plus complète de notre écosystème, en incluant l'ensemble de nos activités d'opération. Mais je pense que c'est deux outils qui sont très complémentaires. Il n'y a donc pas de un versus l'autre, mais je pense que c'est un et l'autre. Comme l'ensemble, en passant des pratiques de discipline agile, je parlais de SAFe tout à l'heure, c'est pas discipline agile contre SAFe, c'est discipline agile et SAFe. Donc, ça devient des outils supplémentaires sur ce que vous faites déjà. On voit trop souvent dans le marché, là, les gens balayer du revers de la main des bonnes techniques, des bonnes choses qu'ils ont faites, qu'ils maîtrisent pour essayer d'adopter d'autres choses. Mais dans le fond, combiner les approches, combiner les techniques, hein, essayez, là, dans le fond, de rallier le plus de vos professionnels possible là, hein, autour de l'atteinte de vos objectifs. C'est ça qui est le plus important à l'intérieur de ça. Oh, mais super, on a encore 2 minutes. Et merci pour cet affichage, Guillaume, c'est pour vos évaluations. Je vais vous mettre aussi sur le chat les liens au cas où vous ne puissiez pas vous connecter par ce biais. Et en attendant, j'ai une dernière question. C'est quoi la relation entre la notion des capacités d'IA et la business capabilities de TOGAF? Ouf! TOGAF, ça fait déjà un bon petit bout de temps que j'ai regardé ça. Écoutez, je préfère être très honnête avec vous. Et tant qu'à vous répondre un peu n'importe quoi, je vous invite peut-être à venir me recontacter. Je vais faire mes devoirs et je vais vous revenir, dans le fond, lorsqu'on parle plus de terminologie précise. Donc, c'est une question de Marwen. On va l'inviter à te recontacter. Donc, je vous ai envoyé par le chat le lien de l'évaluation. Si vous arrivez, pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser le QR code. Et nous avons encore le temps pour une dernière réflexion. Si vous en avez, si je pense avoir tout balayé, je n'ai pas répondu à quelque chose.
quel modèle? Ah oui, oui, oui. Il y a une question que j'ai sautée. C'est en relation au euh, modèle logique. Quel est le modèle logique type d'évaluation d'impact? Quel modèle logique type d'évaluation d'impact? Euh, C'est-à-dire, je pense que c'est pour les audits. Oh! Oh! Quel modèle logique? Et crime, vous me demandez de mimer ça. Écoutez, je pense que ça aussi, ça fait partie de certains éléments qui demandent une certaine réflexion, peut-être un éclaircissement même autour de ce que vous avez comme compréhension. Encore une fois, je vais vous faire un petit parallèle aussi avec discipline agile. C'est important de bien comprendre le contexte dans lequel on se pose des questions, on donne de l'information au travail. Et donc, pour ces raisons-là, je vais vous demander de peut-être venir en discuter là, avec moi dans le bout de praxis, là, dans le stand, comme on dit en français. Mais ça va me faire plaisir d'en discuter et puis de mieux comprendre de votre contexte qui, peut-être, là, n'est pas suffisant là, avec la petite question comme ça pour moi. Encore une fois, je me répète, hein, debout depuis 2 heures du matin, il me manque peut-être un peu de café. Alors, il nous reste 2 minutes. Moi, j'ai une question très simple. Comment tu fais le lien entre les outcomes et les bénéfices dans les schémas de la success value pour identifier justement les critical success value? Oui. Il y a une recette? Est-ce qu'il y a une recette à ça? Mais oui, il y a une recette à ça, un peu. On va parler justement un peu plus de value index, dans le fond, qui va venir nous aider là, à faire un certain ratio. Ici, dans le fond, ça, on vous ramener sur la slide ici. Et dans le fond, les outcomes sont les résultats, hein, du changement en tant que tel. Hein, c'est là ils vont être réalisés en tant qu'un résultat des activités, hein, qui vont être prises pour rendre pour rendre le changement en tant que tel. Alors que les bénéfices, hein, vont être plus des améliorations mesurables qui vont résulter de un ou plusieurs outcomes, bien sûr, comme un avantage perçu. OK? Et donc, là, on va être capable, là, bien sûr, de mieux contribuer là, à que ces bénéfices-là contribuent mieux là, Mmh. justement aux fameuses valeurs, aux objectifs de l'organisation. Mais il y a des outils pour ça, dont le Value Index. Là, je vous invite justement à lire là, Michel Thierry là-dessus. Super, avec ces mots, écoutez, merci beaucoup, merci à tous. Merci Guillaume, c'était très clair et super intéressant et complètement d'actualité. On va évoluer dans nos business de manière concrète, hein. Alors le business backlog, on ne parle pas beaucoup du business backlog et il y en a beaucoup à faire. Exact. C'est un défi pour les organisations d'avoir une discussion autour de quelque chose de tangible, dans le fond, d'avoir cette conversation-là. C'est pas nécessairement Exactement. donné à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci encore.